Il y a 2 semaines, on a fait une émission où j'ai parlé de cette affaire. J'ai parlé de cette affaire. Là, on revient sur le Togo. Et quand j'ai parlé de cette affaire, le lendemain, le lundi, il y a eu un conseil d'administration très houleux parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le conseil d'administration, ce qui est d'ailleurs bizarre, qui n'avaient pas ces informations qu'on a données, qui n'avaient pas d'informations qu'on a données. Et donc, il y a eu plusieurs réunions. Celui qui a fui à Anéron avec les 60 millions, on ne l'a pas encore retrouvé. Il a été remplacé par un autre il y a quelques jours. Et puis, au niveau de Davier, c'est toujours la queue là, avec les motos. On va voir les images et les vidéos. Voilà les motos au péage de Davier. C'est quand même assez curieux que dans notre pays, on oblige les motocyclistes à payer au péage. Et donc, vous voyez ces motos-là, certains sont des émigrants. Donc, autant de fois que tu passes le péage, il faut que tu payes 50 francs. Ce n'est pas normal. Et les gens payent et d'autres volent. Vous voyez, des gens payent et d'autres volent. Ici, nous sommes à Davier. Donc, voilà comment les motos s'alignent tout le temps. On perd le temps aux gens. Je ne comprends pas pourquoi les motocyclistes doivent payer au péage. Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas compris. Donc, les gens qui vivent juste de l'autre côté du péage, ils ne peuvent pas venir faire des courses de ce côté et retourner à la maison. Il faut qu'ils payent au péage. C'est inconcevable. Ces péages-là, on doit les déplacer. On doit les renvoyer un peu plus loin. Normalement, le péage de Davier doit être à la sortie de Thiévier parce qu'on sait que la sortie de Thiévier, il n'y a plus d'agglomération, il n'y a plus une ville. Donc, vous allez rentrer dans la ville de Thiévier, vous payez de l'autre côté. Et donc, jusqu'à arriver à Lomé, vous ne payez plus. Le péage d'Akepe qu'ils ont mis là-bas, c'est une erreur. Il faut la mettre peut-être après Mouepé, en allant vers Badja. Et donc, parce que les péages, tels que vous les voyez, ça empêche même le développement de ces quartiers, de ces zones. Puisque celui qui a des terrains derrière le péage, il ne peut pas construire, il ne peut pas s'installer. Parce que s'il doit payer chaque jour 500 ou 1000 francs aller-retour, et au bout d'un mois, il paye 30 000 francs pour le péage, il ne peut pas circuler. Donc, les péages ne peuvent pas devenir un frein à la libre circulation des citoyens dans un pays. Donc, ces péages-là, il faut les renvoyer hors des agglomérations. Le péage de Davier, il faut l'envoyer après Thiévier. Après Thiévier, à l'entrée de la ville. Le péage de Mouepé, il faut l'envoyer sur la route après Mouepé. Oui, après Mouepé. Celui qui vient de Palimé, avant de rentrer dans Mouepé, il paie le péage. Après, il est libre. Vous imaginez que ceux qui sont à Képé, ceux qui sont à Zanguera et qui sont à Képé, ils ne peuvent pas construire les gens des terrains, ils ne peuvent pas s'installer. Ils ne peuvent pas s'installer parce que s'ils s'installent de l'autre côté du péage, puisqu'il n'y a pas de faveur pour eux, chaque jour, ils doivent payer avant de traverser le péage pour aller au boulot. Donc, les gens ont acheté des terrains, des parcelles. Ces parcelles sont abandonnées pour le moment. Les gens ne peuvent pas s'installer. Donc, à un moment donné, il faut une réflexion d'ensemble pour dégager les péages et favoriser un développement endogène de ces quartiers-là. Le péage de Davier, c'est une erreur. Peut-être que quand on l'a mis, cette zone n'était pas encore aussi développée. Maintenant que les gens s'installent de part et d'autre, il faut dégager le péage pour que ceux qui sont après le péage ne voient pas au péage un frein pour leur circulation. Et pareil pour Akepe. Et puis pareil pour, je ne sais pas, c'est Aveta où ils ont mis un autre péage vers Aveta. C'est pareil. À Néron aussi, c'est pareil. On ne peut pas avoir des péages qui deviennent des instruments d'apartheid dans une même ville, dans un même quartier. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il y a des gens qui bouffent l'argent du péage. Et le directeur est là depuis des années. Il est devenu très riche. Personne ne le remplace. Le conseil d'administration est là. Personne ne fait rien. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut faire. Normalement, les syndicats, tous ceux qui sont représentés dans cette histoire de conseil d'administration doivent faire une réflexion pour amener l'État à repousser ces péages-là hors des villes, hors des agglomérations. Ça n'a aucun sens que celui qui vit au-delà du péage, celui qui vit... On me dit qu'à Mango, les motos ne paient pas de péage. Donc, il y a certains endroits au Togo, donc c'est quand même curieux. Donc, il y a certains endroits au Togo où la loi s'applique pour certains, elle ne s'applique pas pour d'autres. Là, on me dit dans les commentaires qu'à Mango, les motos ne paient pas de péage. Donc, la loi qui s'applique à Lomé ne s'applique pas à Mango. C'est comme les histoires de boudin ou de motos sans casque. Vous arrivez à Kara, ceux qui sont à Kara, ils vendent du boudin, ils sont autorisés à vendre du boudin, la police ne leur fait rien, la gendarmerie ne leur fait rien. Les gens à Kara roulent avec des motos sans casque. C'est comme là-bas, c'est un autre territoire. Les gens qui sont à Kara, ils roulent sans casque. On ne les arrête pas. Les gens vendent du boudin à Kara, on ne les arrête pas. Mais quand vous vendez du boudin à Lomé, on vous pourchasse, on vous arrête. Quand vous roulez sans casque à Lomé, on vous pourchasse, on vous arrête. Donc,
le pays, on ne peut pas avoir un pays avec des lois qui sont appliquées comme si on était dans un buffet où chacun choisit son menu. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut revoir cette question de péage, des péages qui sont dans la ville, qui sont dans l'agglomération et qui empêchent un certain nombre d'activités dans certains quartiers. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs Togolais qui prennent le chemin de l'immigration, qui sont à la recherche de bonheur dans d'autres pays et qui partent massivement de notre pays et qui sont souvent bloqués au niveau du Sahara, ou parfois dans les pays du Maghreb. Et il y a des gens qui sont en Libye, qui sont en Tunisie et qui sont au Maroc depuis des années, qui n'arrivent pas à franchir la Méditerranée pour venir en Europe. Et ces gens-là, certains font 5 ans, 6 ans, 7 ans. À un moment donné, il y a certains qui décident de rentrer volontairement avec l'appui de l'OIM. L'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Mais il se fait que au niveau de l'OIM, leur bureau qui est à Lomé, il y a des gens qui essayent aussi de se sucrer sur le dos de ces migrants-là, une fois que ces migrants rentrent au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le programme de retour volontaire des migrants est un programme de prise en charge des migrants qui décident de retourner dans leur pays d'origine. Et ce programme-là comprend l'hébergement du volontaire dans un camp de transit et pour migrants, sa prise en charge jusqu'à son retour dans son pays aux frais de l'organisation et donc de l'OIM. Arrivé dans son pays d'origine, donc quand le migrant rentre dans son pays avec l'appui de l'OIM, d'ailleurs, il y a un avion qui a ramené plusieurs Togolais la dernière fois, je pense de la Libye, le migrant reçoit une prime. Donc, les migrants ne rentrent pas les mains vides. Quand tu décides de rentrer au pays, l'OIM t'accompagne pour qu'une fois au pays, tu t'installes et que tu travailles, tu trouves quelque chose à faire. Donc, arrivé dans son pays d'origine, le migrant reçoit une prime de logement et est financé à hauteur de 1 500 000. Donc, on donne à ce migrant 1 500 000 francs CFA pour démarrer une activité génératrice de revenus. Donc, à condition que le migrant présente un plan d'affaires qui est validé par l'organisation. À Lomé, une fois les plans d'affaires validés, les migrants se confrontent maintenant à des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? Au lieu de leur remettre 1 500 000 francs, les gens qui sont les représentants de l'OIM à Lomé leur remettent la moitié. Donc, ils leur remettent 720 000 francs au lieu de 1 500 000 francs. Et ils conditionnent le décaissement de l'argent ou le recouvrement est conditionné par le fait d'accepter de faire des achats, des équipements mentionnés dans le plan d'affaires dans des boutiques imposées par les agents de l'UIM à Lomé. Donc, quand on t'envoie les 750 000, on t'impose que tu ailles acheter ton matériel avec lequel tu veux faire ton activité génératrice de revenus dans des boutiques que les responsables ou certains agents de l'UIM à Lomé imposent aux migrants. Et ces boutiques proposent en plus des prix très élevés aux migrants et les migrants n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, la situation est telle qu'il y a certains migrants qui se plaignent, qui sont obligés de donner des pots de vin aux agents avant de se faire financer. Donc, on voit bien que il y a des gens qui profitent toujours de leurs frais. Après, c'est pour dire que oui, telle personne est mauvaise, mais les gens sont prêts à exploiter leurs propres frais. Et cette affaire de l'OIM à Lomé qui prend une partie de l'argent des migrants, on reviendra là-dessus. Il y a encore quel sujet? Alors, il y a les enseignants qui ont été licenciés en 2022 après avoir observé des grèves dans le système scolaire. Et ces gens qui ont été déflatés, licenciés, traversent des moments assez difficiles. Beaucoup sont sans revenus, certains ont dû quitter le pays, mais la plupart sont au pays. Il y a eu des décès parmi eux. Il y a eu un groupe qui s'est constitué en collectif qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui leur a donné raison, qui a demandé à l'État togolais de leur payer une certaine somme. Est-ce que l'État togolais s'est exécuté? Je ne sais pas encore, mais toujours est-il que ce sont des compatriotes qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui ont des familles à nourrir, ils ont eu plein de décès dans leur rang. Or, le droit syndical est garanti par la Constitution togolaise. Donc, il est important que le problème-là soit réglé. Et je voudrais inviter nos frères qui ont été victimes à réactiver leur collectif et, s'il le faut, à faire des actions pour que leurs droits pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Parce que si vous restez là, ne rien faire, moi, je peux en parler une fois, je peux en parler une deuxième fois. C'est pas évident que les autorités bougent, mais il vous revient à vous-même, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs lives, que vous-même, vous réglez vos problèmes.
que vous, les Togolais, vous réglez vos problèmes. Moi, je ne suis que un mégaphone. Hein. Quand une histoire arrive chez moi, j'essaie de faire le nécessaire. Et quand je vois que c'est une histoire qui est bien vérifiée, j'en parle. Mais ce n'est que vous-même qui devez prendre vos responsabilités. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et vous êtes à la maison depuis 4 ans. Beaucoup parmi vous sont en train de mourir. Vous avez des droits revendiqués. Mais organisez-vous. On ne meurt qu'une seule fois. Donc, si vous restez là à pleurer, à ne rien faire, mais vous avez perdu votre emploi pour longtemps et personne ne va s'occuper de vous. Donc, j'en parle encore une fois, mais je vous exhorte à prendre vos responsabilités pour que les choses puissent bouger pour vous. Voilà ce que je veux dire. On va parler du dernier concours, le concours qu'on a eu, dont on a donné les résultats il y a quelques jours. Ce concours-là, nous avons écrit un article le 22 et puis le 24, ils ont donné les résultats. Il y a beaucoup de gens qui nous avaient interpellés sur la lenteur dans la proclamation des résultats de ce concours et on a dû interpeller les autorités et puis 2 jours après, on a donné les résultats. Mais selon plusieurs candidats, il y a eu des fraudes dans ces résultats-là. Il y a eu des fraudes. Bon, moi, je n'ai pas passé ce concours, mais plusieurs disent que ce concours a été émaillé de fraudes, de beaucoup de fraudes, et qu'il y a eu beaucoup de népotisme, des gens ont choisi leurs proches, il y a eu, je ne sais pas, des arrangements entre parents et tout ça. Vous savez comment ça se passe au Togo, et des gens prennent des frères de village, des sœurs et tout ça, et quand vous n'avez personne, vous n'avez aucune chance de sortir. Alors, on va voir un élément qui sous-tend cette fraude-là, ensemble. Pendant ce direct-là. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, dans cette catégorie, lorsqu'ils ont lancé le concours, il y a eu la catégorie des ingénieurs des travaux statistiques. Lorsqu'ils ont lancé le concours, il y a eu, puisqu'ils ont affiché la liste des gens qui ont été retenus avant de passer le concours. Et donc, dans la catégorie des ingénieurs des travaux et statistiques, il y a eu les noms que vous voyez en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a eu 10 personnes qui ont été présélectionnées. Et ces personnes qui ont été présélectionnées, regardez très bien les noms. Il s'agit de le premier nom, Anoussou Gome Anika, Douti Soukman, Fiorse Gabi Dieudonné, Badamasi Farida, Horo Palakiwe, Kola Palakiem Remona, Ndombe Komla, Patata et Sorana Atiki, Salima Morima et puis Sambiani Watante. Voilà les gens qui ont été retenus pour passer le concours. Donc, regardez très bien les noms, observez très bien les noms et regardez la rubrique, c'est ingénieur des travaux statistiques. Donc, dans ce groupe-là, il y a au moins 3 ou 4 femmes. Bon, 3 femmes, je vais voir les femmes. Je pense qu'il y a Badamasi Farida, il y a Anika aussi qui doit être une femme. Donc, il y a 2 femmes, Salima Mourima, je ne sais pas si c'est une femme, mais ouais, il y a une femme, 2, ouais. Il y a 2 femmes dans ce groupe-là. Il y a 2 femmes, d'accord? Il y a 2 femmes dans ce groupe. Maintenant, on va voir les résultats. Voici les résultats du secteur des ingénieurs des travaux statistiques. Et quand vous voyez les résultats, vous verrez que dans les résultats, j'attends que ça apparaisse sur YouTube, vous verrez que dans les résultats, le 1, le 2 et le 4 n'avaient pas été retenus au préalable, donc n'ont pas passé le concours. Si vous voyez la première fiche qu'on a montrée, vous avez vu les 10 noms. Maintenant, voilà, la première fiche, vous voyez les 10 noms. Vous avez pu noter un peu les noms. Regardez les 10 noms sur la première fiche. Les 10 noms sur la première fiche. Regardez très bien. Maintenant, on va voir, et ça, c'est les noms qui ont été retenus pour passer le concours, après sélection. C'est les noms qui ont été retenus. Donc, ingénieur des travaux statistiques. Donc, maintenant, on va voir les résultats. Voilà les résultats. Donc, quand vous voyez les résultats, vous verrez que le 1, le 2 et le 4 n'étaient pas sur la liste initiale. Donc, c'est des gens qui n'ont pas passé le concours, à moins qu'on vienne nous donner des explications. Donc, le 1, le 2 et le 4 n'étaient pas sur la première liste, n'étaient pas sur la liste présélectionnée. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas passé le concours, mais qui, curieusement, sont admis. Certainement que dans d'autres secteurs de ce même concours, il y a eu aussi ces fraudes-là. Mais c'est ce secteur ingénieur des travaux publics qu'on a remarqué. Donc, il y a certainement dans d'autres secteurs
où il y a eu le même mode opératoire. Donc, il y a des gens qui sont restés tranquillement à la maison et leur nom est sorti dans les résultats. Donc, voilà les choses qui se passent au Togo. On attend les organisations de concours qui viennent nous dire comment se fait-il que ces 3 personnes-là, le 1, le 2 et le 4, n'étaient pas sur la liste initiale et du jour au lendemain, on les trouve parmi ceux qui ont réussi. Nous faisons un article qu'on va balancer tout à l'heure sur le site de l'Alternative. Voilà. Et donc, entre les épreuves écrites en décembre 2024 et l'annonce des résultats, ce concours a fait quand même 2 bonnes années. Donc, il y a eu quand même 2 bonnes années pour donner les résultats de ce concours. Et donc, voilà les magouilles à la sauce togolaise. Donc, ceux qui ont initialement la première liste, vous pouvez faire le même exercice, hein, secteur par secteur. Il y a un secteur de sociologie, il y a un secteur dédié aux juristes, il y a un secteur dédié aussi au réseau informatique, il y a un secteur dédié aux travaux publics, il y a un secteur dédié aussi au marché public et tout ça. Donc, vous prenez la fiche initiale de ce concours, vous prenez les résultats et vous essayez de voir si les noms sont les mêmes. Si les noms sont les mêmes, et ils ne se sont même pas foutus, hein, parmi les 5 qu'ils ont retenus là, de mettre une seule femme dedans. Et pourtant, ils parlent de comment on appelle-t-on, de la promotion de la femme. Ils ne se sont même pas foutus, hein, de mettre une femme, hein, dans ça. Hein. Voilà des éléments que vous pouvez retrouver en comparant ceux qui ont passé le concours et les résultats, et les noms de ceux qui sont apparus dans les résultats. Donc, ah bon, les résultats ne sont plus disponibles sur le site. Non, mais il y a un document qui est sorti, qui circule sur WhatsApp, que vous pouvez retrouver, sur lequel il y a tous les noms. Vous pouvez retrouver tout ça. Donc, voilà comment ça se passe avec le concours. Et il y a une compatriote qui m'a écrit par rapport au concours, qui m'a fait état de son amertume. Je vais vous lire son message. Alors, Monsieur Ferdinand, je vous espère en bonne forme. Non, c'est pas ça, c'est pas ce message. Ah là là, merde, j'avais son message. Je vais retrouver le message pour vous le lire. Un instant, il faut que je retrouve ce message de cette compatriote. Elle m'avait envoyé ce message, ça fait un bon de temps. Elle a une spécialité dont elle ne retrouve pas dans les concours, donc elle est bien obligée. Voilà, c'est-à-dire, tu vas à l'université, il n'y a pas que elle seule, il y a aussi les handicapés, les personnes à mobilité réduite plutôt, qui m'ont beaucoup écrit pour dire, voilà, nous, on n'arrive pas, on n'a pas de la chance. Quand on fait les concours, il n'y a pas une place réservée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a un gros souci. Excusez-moi, il faut que je retrouve le message, que je le partage avec vous. Malheureusement, c'est sur le téléphone. Il faut que je passe ce message-là. Donc, vous pouvez aller faire vos propres exercices. Hein. Maintenant, nous sommes à l'heure où les citoyens peuvent faire le contrôle de l'action publique. Hein. On peut faire facilement le contrôle de l'action publique. On peut garder des documents liés à une annonce. Et puis après, quand il y a les résultats, on compare. Hein, on compare pour voir si les résultats sont conformes à l'annonce qui a été faite précédemment. Tous les citoyens peuvent faire ça, peuvent regarder, faire ça. C'est un travail qu'il faut faire. Et voilà quoi. Et donc, vous pouvez prendre la liste là et regarder comment est-ce que ils ont bidouillé les résultats pendant le concours. Alors, en attendant que je cherche ces résultats-là, que je retrouve ce document, il y a aussi des compatriotes qui m'ont saisi par rapport à une situation un peu regrettable qui se passe à la Société des Postes du Togo. J'avais parlé de ça il y a très longtemps. C'est parfait. Alors, on va partir un peu en Afrique du Sud. Vous savez, tout ce qui se passe en Afrique du Sud depuis un certain temps. Il est important qu'on en parle un peu. L'Afrique du Sud, secouée par une vague de xénophobie, c'est pas la première fois, c'est depuis déjà 99. On parle déjà depuis 99 jusqu'à ce jour de pratiquement 600 morts.
Et donc, nos frères sud-africains qui s'en prennent à d'autres Africains sous prétexte qu'ils viennent voler leurs emplois, et ils sont dans la criminalité, ils sont ci, ils sont ça. Et les images choquent la toile. On ne peut pas les diffuser ici parce que YouTube peut nous sanctionner. Les images choquent la toile, mais cela nous pousse aussi à une réflexion, sur la cohabitation entre les peuples. Généralement, vous voyez ces gens-là qui ferment les boutiques, qui tabassent un peu partout les autres communautés. Parfois, c'est les communautés de l'Afrique de l'Est, comme les Mozambicains, les Zimbabwéens, les Congolais, ou les communautés d'Afrique de l'Ouest, comme les Ghanéens, les Nigérians, les Sierra Léonais, les Libériens. C'est beaucoup plus ces communautés-là qui sont aujourd'hui attaquées par cette bande de xénophobes. Et les Africains sont choqués de voir que c'est des images qui viennent de l'Afrique du Sud. Mais ça a été toujours comme ça, l'Afrique du Sud. Ça a été toujours comme ça. C'est vrai que c'est le pays de Mandela, mais Mandela n'était que l'icône. Mais ces gens ont toujours agi ainsi depuis fort longtemps, et rien ne semble les arrêter. Et on a l'impression qu'ils bénéficient même de la complicité tacite de leur gouvernants. Et pourtant, cette Afrique du Sud-là, tous les Africains se sont mobilisés pour les aider dans la lutte contre l'apartheid. À l'époque, les régimes qui étaient d'obédience communiste ou marxiste, voire même socialiste, obligeaient les élèves à cotiser de l'argent qu'on envoie en Afrique du Sud. Il y a les bonnes volontés qui donnaient beaucoup d'argent au mouvement de l'ANC à l'époque pour pouvoir les aider à se débarrasser de cette domination qu'ils ont subi pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est eux qui s'attaquent à tous ceux qui les avaient aidés. Et cela nous montre quand même toutes les difficultés que nos peuples ont à habiter ensemble. Et on a vu que même dans nos pays, on a connu la vague des Togolais, des Nigérians qui ont été chassés du Ghana dans les années, je pense, 79, 77. Ensuite, on a connu la vague d'autres personnes qui ont été chassées du Nigeria, ceux qu'on appelait Agégué, les gens qu'on appelait Agégué, tout ça. Et donc, c'est une situation qui doit nous interpeller. Vous vous rappelez que j'ai dit plusieurs fois que c'est bien de prôner le panafricanisme, mais sur un continent où il y a des peuples, il y a plusieurs peuples qui sont de différentes cultures, c'est très difficile. Même dans nos propres États, on a des États, mais on n'a pas des nations. On va en parler tout à l'heure du Togo. Les gens raisonnent en communauté, les gens raisonnent en ethnie, les gens raisonnent parfois même en religion. Et donc, vous comprenez que la situation, elle est celle-là. Il faut arriver à comprendre, oui, il y a aussi le Gabon, il faut comprendre que sur ce continent-là, on est des peuples, c'est un continent, on a forcément pour la plupart la peau noire, il y a l'Afrique blanche, tout ça, mais ce sont des peuples différents, chacun avec ses cultures. Donc, à chaque fois il y a une occasion qui le permet, les gens reviennent. Les gens reviennent avec leurs anciennes traditions. Généralement, c'est lié à la crise économique, à la mauvaise gestion, à la crise économique qui laisse croire aux gens que ce sont les étrangers qui viennent chipper leur boulot, prendre leur boulot, ou le fait que des gens ont appris pendant des années à ne pas travailler, donc les étrangers sont venus, ils ont innové et tout, et ces gens-là s'en prennent à d'autres personnes. Même actuellement au Ghana, il y a des femmes qui manifestent, qui s'en prennent aux Nigériens, en disant que les Nigériens, ils sont dans les rituels, ils sont dans le faux, c'est des escrocs. Si vous allez sur les pages ghanéennes, vous allez voir qu'il y a des manifestations aussi au Ghana. Et pour l'Afrique du Sud, je vais vous montrer un document. Il y a un monsieur au Ghana qui a montré le chèque de son père, qui était médecin à l'époque, qui a envoyé $10,000 à l'ANC, à Mandela à l'époque. Et ce monsieur a fait un test pour s'offusquer de ce qu'est devenu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pour laquelle ils se sont mobilisés, ils ont cotisé, ils ont donné beaucoup d'argent. C'est ça le chèque. Donc, monsieur Vincent Ankou, il était médecin à l'époque. Il avait donné un chèque de $10,000 à Mandela comme contribution pour l'ANC, pour la lutte, pour accompagner la lutte. Donc, c'était
C'était la solidarité africaine, c'était une lutte totalement africaine. Tout le monde se sentait proche de ce peuple-là, des Sud-Africains, de cette communauté. Et aujourd'hui, qu'ils ont plus ou moins une certaine liberté, ils renvoient maladroitement l'ascenseur envers les Africains qui les ont aidés. Et donc, tout ça doit quand même nous montrer que nous devons beaucoup plus travailler à édifier des États-nations, à consolider le développement dans nos pays pour éviter qu'on en arrive à des humiliations comme les vidéos qui circulent. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Le gouvernement ghanéen a convoqué l'ambassadeur sud-africain, mais ça ne donnera rien. Et surtout, lorsqu'on sait que l'Afrique du Sud a des intérêts dans nos pays. Quand vous prenez le groupe MTN, c'est un groupe de l'Afrique du Sud. Quand vous prenez la compagnie South African Airlines, c'est un groupe sud-africain. Quand vous prenez Sanlam, qui est une assurance, je pense, ça appartient à Motsepe. Donc, je pense que si ça continue, les autres États doivent quand même prendre des mesures pour que nos frères qui sont en Afrique du Sud cessent d'envoyer ces images-là qui sont assez dégradantes dans le monde entier. Et j'ai même vu une vidéo où ils étaient en train de bastonner des Noirs et ce sont les Blancs qui se sont interposés, les Blancs sud-africains. Vous imaginez ce que ça représente? Ce sont les Blancs qui viennent s'interposer dans une bagarre. Le groupe sud-africain qui tabassait des étrangers, ce sont les Blancs sud-africains qui viennent s'interposer. C'est quand même l'histoire à l'envers, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Le Mali, il y a eu une terrible attaque au Mali. Cette semaine, il y a Deutsche Welle qui m'a fait une interview par rapport à ce qui s'est passé au Togo, cette conférence dite de haut niveau qui a rassemblé les acteurs de l'AES, quelques chancelleries et puis la CEDEAO et le Togo. Le Togo étant en train de jouer toujours son rôle, être un acteur dans l'ombre qui tire les ficelles. Et donc, on m'a posé la question, quel est l'intérêt du Togo? J'ai répondu, j'ai dit, bon, le Togo fait tout ça pour des raisons de politique intérieure. Et le Togo lui-même qui n'arrive pas à cultiver la paix, la sérénité, à libérer les prisonniers, à être en phase avec ses populations, veut construire un pont entre les pays de l'AES et leurs partenaires. Tout ça, c'est un jeu d'équilibrisme. Et j'ai précisé que la situation au niveau du Sahel, sur le plan sécuritaire, est quand même assez préoccupante parce que les choses se sont dégradées depuis. C'est vrai que les gens sont dans la propagande, ils ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas la réalité. Quand vous avez d'autres canaux qui vous permettent de vous informer, vous savez réellement ce qui se passe, vous ne vous fiez pas. Peut-être aux médias, vous avez vos propres sources d'information. On a quand même plein de journalistes qui sont au Mali, on a des amis qui sont au Mali, qui sont dans ces pays-là, qui remontent des informations. On sait que la situation sécuritaire est très, 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 très dégradée dans ces pays-là. Et patatras, il y a eu cette attaque coordonnée de ces groupes-là, le Front de libération de l'Azawad et le groupe lié à Al-Qaïda, dans plusieurs villes, avec, selon les informations, le ministre de la Défense qui est décédé avec toute sa famille, et puis certains officiers aussi qui ont trouvé la mort. Et là, on voit aussi, on a vu ce matin les troupes russes de l'Africa Corps en train de quitter Kidal parce qu'ils ont été encerclés par les rebelles. Ils ne pouvaient pas se défendre. Il n'y avait pas moyen de se défendre. Ils ont dû négocier un couloir pour pouvoir s'extirper de la ville. C'est des images assez fortes. Hein. Ils sont venus pour aider les Maliens. Ils ont été encerclés aujourd'hui. Ils ont négocié un couloir pour s'extraire de la ville. Et les rebelles ont imposé à ce qu'ils n'emportent pas le matériel. Ils ont pris juste le nécessaire. Quand on voit ces camions-là quitter Kidal, c'est tout un symbole de cet échec sécuritaire. Et cela peut avoir des répercussions chez nous. C'est pour ça que j'en parle, en fait. Cela peut avoir des répercussions chez nous parce que le régime togolais a fait de l'AES son cheval de bataille. Il s'appuie sur l'AES. C'est eux qui tirent les ficelles. Vous avez vu la conférence qui s'est tenue à Lomé, les à côté de cette conférence-là, tout ce qui s'est passé, qui vous montre que c'est le régime togolais qui est au cœur de tout ça. J'avais dit ça, les gens me sont tombés dessus par le passé. Je me suis prononcé par rapport aux fameux panafricains qui sont des escrocs, parce que à l'époque, je vous disais que il y a les vrais panafricains, il y a ceux qui croient au panafricanisme, qui sont moins bruyants, il y a des intellectuels, il y a l'élite, il y a des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas dans le bruit. Mais les panafricains des temps modernes, là, c'est comme les nouveaux conquistadors, la plupart sont des escrocs, c'est des gens qui cherchent à vivre, c'est des gens qui cherchent à monnayer une idéologie pour gagner de l'argent, et c'est eux qui crient le plus fort, c'est eux qui font du bruit, c'est eux qui passent partout avec la casquette de panafricain. Et voilà, on voit bien que les masques sont en train de tomber avec ce qui est... On voit
que les masques sont en train de tomber. À l'époque, quand j'avais dit ça, il y a des Togolais qui sont tombés sur moi, qui m'ont insulté, voilà, on est des vendus et tout ça. Et pourtant, on était en train juste d'attirer leur attention sur cette escroquerie-là. C'était une escroquerie que les gens se sont emparés d'une idéologie à des fins d'escroquerie. Et donc, pour eux, c'était le meilleur moyen d'aller dans les palais présidentiels, de gagner de l'argent, de se faire recevoir dans les aéroports, de descendre dans les grands hôtels, 5 étoiles et tout ça, et d'avoir des moyens. Et ces gens-là, il ne fallait pas mettre assez de temps pour les détecter. Et bizarrement, les Togolais détectent les faux à la dernière minute. Et donc, ces gens-là, tout le monde les voyait. Nous qui avons eu le courage de les dénoncer, certains Togolais sont tombés sur nous, nous ont insultés, ont raconté des histoires. Aujourd'hui, ces Togolais-là, maintenant qu'il y a eu des retournements de veste, les gens ne savent plus quoi dire. Et donc, l'actualité dans cette région-là, ça va évoluer avec le Bénin aussi, avec tout ce que vous savez sur le Bénin. Le coup d'État au Bénin aussi n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Il y a certainement d'autres informations qui vont sortir et on verra bien parce que là, on parle de Tigri qui serait Tigri serait de chez nous. Je pense que je l'avais dit, il doit être dans une villa à Kakaveli. Il semble qu'il a quelques ennuis de santé. C'est comme dans la mafia, hein, on t'utilise et quand on sait que les informations peuvent sortir après, on peut te liquider et t'effacer. Donc, on n'est pas au bout des révélations sur ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques mois. Donc, on va suivre tout ça.